Comme le veut la tradition, nous allons essayer en ce début 2026 d'esquisser un bilan politique de l'année 2025 sur le continent africain et également de faire un peu de prospective pour l'année qui s'ouvre. J'ai à mes côtés pour cet exercice Théophile Kouamouo, journaliste pour Décrypter l'Afrique. Rebonjour Théophile. Bonjour Et Fabrice. Félix Achadé, bonjour Félix, sur ce plateau, c'est une fois n'est pas coutume. Bonjour Fabrice, Et bonjour à tous. éditorialiste pour le site Chronique sénégalaise. Nous allons donc parler de l'année 2025, mais aussi l'année à venir. Nous allons nous projeter sur 2026 et le bilan, bien entendu, Théophile, des rounds électoraux qui ont eu lieu sur le continent en 2025. Alors Fabrice, il y a eu 9 élections présidentielles en 2025 sur le continent. En tout cas, j'en ai repéré 9. J'espère que je n'en oublie aucune. Alors c'est beaucoup, 9 élections sur 54 pays. Il y a eu 2 alternances démocratiques pacifiques, 2 seulement, pourrait-on dire. Où ces alternances ont-elles eu lieu, me demanderez-vous? Eh bien, on parle malheureusement plus de l'Afrique qui ne tourne pas rond que de celle qui fonctionne normalement. Et donc, on ne sait pas vraiment où ça a eu lieu, ces alternances démocratiques. Alors, c'était aux Seychelles, où Mathieu Antonio Patrick Hermini, 62 ans, a battu le président sortant, Wavel Ram Kalawan, au second tour avec 52,7% des suffrages exprimés. Dans son discours d'investiture, le président Patrick Hermini a exposé une vision ambitieuse et inclusive fondée sur la justice sociale, l'égalité des chances et l'unité nationale. Moi, Mathieu Antonio Patrick Hermini, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution. Que Dieu me vienne en aide. Je jure que je remplirai fidèlement et avec diligence les fonctions de président des Seychelles. Alors, il faut noter que Patrick Hermini était membre de l'ancien Parti unique, lequel a accepté la règle de l'alternance en 2020 pour revenir en force en 2025. Au Malawi aussi, il y a eu, en septembre 2025, une alternance démocratique avec le retour au pouvoir de l'ancien président Peter Mutharika qui a battu le président sortant Lazarus Chakwera avec 56,8% des voix. La défaite est cinglante pour le président sortant Lazarus Chakwera. Son score, à peine un quart de l'électorat. Défaite cinglante est sans doute une surprise. Alors, le président sortant avait approché la haute cour du Malawi pour faire annuler ce scrutin. Il y avait eu des irrégularités dans certains districts, mais la justice a rejeté cette requête. Et puis, des voix se sont élevées, celles d'anciens présidents, de la société civile et aussi du Conseil des églises pour lui demander de faire preuve de maturité. Alors il a concédé sa défaite dans une allocution télévisée. Et puis il a affirmé avoir félicité son adversaire et lui avoir souhaité bonne chance. Alors, à côté de ces belles histoires, on a eu des ex-putschistes qui ont organisé leur plébiscite. Au Gabon, Brice Oligui Nguema a remporté le scrutin avec 94,85% des voix, loin des exemples que je viens de citer. En Guinée, Mamadi Doumbouya marche sur ses traces. On aura un score très généreux, même s'il n'est pas encore tombé au moment où nous enregistrons. On a eu l'épidémie des éliminations des opposants les plus sérieux au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Tanzanie et en Guinée-Bissau. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel, à la solde de Paul Biya, a éliminé Maurice Kamto, mais une bonne partie de son électorat et d'autres composants de la nation ont reporté leur voix sur Issa Tiroma Bakari, un ancien baron du régime qui a, selon toute évidence, battu le président sortant, qui a fait donner l'organisme chargé d'organiser les élections et les CAM et le Conseil constitutionnel pour se maintenir au pouvoir à l'aide de chiffres, il faut dire, assez grossièrement fabriqués. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a mis hors jeu Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Pascal Affi-N'Guessan, Antoine Assalé Tchemoko et tous les représentants de l'opposition parlementaire, en fait. En Tanzanie, la présidente Samia Suluhu, qui avait hérité du pouvoir suite au décès de John Magufuli, elle a écarté ses 2 principaux rivaux en jetant l'un en prison et en éliminant l'autre de la course. Et elle a finalement gagné la présidentielle du 29 octobre avec 98% des voix. En Guinée-Bissau, scénario similaire, Umaro Sissoko Embalo devait bénéficier de la mise à l'écart de Domingos Simoes Pereira, candidat du PAIGC, ancien parti au pouvoir, candidat historique de l'indépendance, parti historique de l'indépendance. Mais vu qu'un grand nombre d'électeurs sont reportés sur Fernando Diaz, un petit candidat de l'opposition,
Un putsch opportun, conduit par les officiers proches du président sortant, est intervenu et a interrompu le processus électoral. Et puis, le dernier scrutin présidentiel 2025 que j'ai répertorié a eu lieu en République centrafricaine et le résultat, il ne fait pas l'ombre d'un doute. Faustin Archange Touadéra va manifestement boucler son 3e mandat après avoir changé la Constitution, comme le veut une sombre tradition. Alors, Félix Attiadé, après avoir écouté cette présentation, est-ce que le point commun entre toutes ces situations, certes diverses et variées, ce n'est pas le constat d'une démocratie qui est essoufflée dans la plupart des pays du continent? Absolument, il y a un essoufflement de l'esprit démocratique qui a soufflé il y a quelques décennies de cela sur le continent africain. Mais cela s'inscrit aussi dans une dynamique mondiale. Je ne pense pas qu'ici en France, d'un point de vue démocratique, on soit tellement mieux lotis au point de donner des leçons aux autres. Aux États-Unis aussi, je n'ai pas l'impression que l'idée démocratique fait de grands progrès là-bas, mais en même temps, ce qui fait que ça bénéficie à tous les dictateurs africains, à tous les tripatouilleurs de constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc l'idée démocratique, elle est en recul un peu partout dans le monde, mais principalement en Afrique, où au début du siècle, on avait de grands espoirs que l'idée démocratique allait permettre au peuple de gagner en souveraineté et de dire comment ils entendent être gouvernés. Dans ce tableau des alternances d'une part, des changements brutaux d'autre part de pouvoir en Afrique, quelle situation, est-ce qu'il y a une situation en particulier, un pays en particulier qui a retenu ton attention? En 2025, comme contre-exemple, moi je pense qu'il y a 2 contre-exemples qui me posent véritablement problème, aussi peut-être parce que c'est des pays que je connais bien. C'est la Côte d'Ivoire, avec l'élimination systématique de tout candidat potentiellement pouvant gagner l'élection, et aussi le Bénin, le verrouillage qui est en amont du scrutin qui aura lieu au mois d'avril et où l'opposition ne pourra pas avoir de candidat. Donc, ce sont des situations véritablement dramatiques où finalement la voix du peuple, on n'en tient pas compte. Parce que moi, l'idée de démocratie, je pense que ce n'est pas seulement des élections, bien évidemment, même si les élections peuvent être un baromètre intéressant. Mais l'idée de démocratie, c'est la capacité d'avoir des représentants qui exécutent un mandat populaire et qui doivent rendre compte de ce mandat-là. Or, ce qui se passe dans les pays africains où les élections sont tripatouillées, c'est que dans la plupart des cas, quand on tripatouille les élections, on ne permet pas aussi l'expression démocratique des populations. Et c'est ce qui se passe. Théophile, c'est le fait électoral qui est à certains endroits absolument contesté. On voit que les pouvoirs militaires ont quand même l'assentiment, une forme d'assentiment populaire. Est-ce que c'est un fait notable aussi à relever en 2025? Alors, je pense que il ne faut pas faire un distinguo net en termes d'approbation populaire entre régime militaire et régime civil. Je pense que c'est le renouvellement du personnel politique qui donne un souffle aux dirigeants. Et quand on regarde les coups d'État qui ont eu lieu, notamment au sein de l'AES, en fait, en tout cas dans 2 pays sur 3, ce sont des hommes jeunes qui ont pris le pouvoir et qui ont renouvelé une classe politique qui était fatiguée, même si elle n'a peut-être pas autant démérité qu'on le dit dans ces pays-là. Parce que il ne faut pas non plus brûler tout et regarder le passé avec des yeux un peu biaisés. Mais globalement, je pense que c'est plutôt ça. Et puis, la quête de souveraineté est au-dessus de la quête de démocratie formelle en Afrique. On s'en rend compte. Les générations qui sont venues après nous sont plutôt attirées par les modèles qui promettent la souveraineté que par les modèles qui promettent la démocratie. Et surtout, vu qu'il y a une sorte de guerre idéologique entre la CEDEAO et l'AES en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO ne s'en sort pas très bien parce que c'est elle qui prétend qu'elle est une sorte d'union des démocraties. Et on a vu qu'au sein de cette CEDEAO, il y a eu vraiment des mascarades électorales, et notamment en Côte d'Ivoire, où l'élection est devenue une sorte de moment... Alors, ça fait longtemps qu'en Côte d'Ivoire, les élections, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. On voit au Bénin que l'élection,
c'est devenu quelque chose... Le système électoral tend à rétrécir l'offre politique au maximum. On voit voilà, que même au Nigeria, c'est une démocratie marchande au sens pur du terme. Le Togo, qui est un pays CEDEAO, mais qui a quelques complicités avec l'AES, devait avoir une élection présidentielle, mais il n'y en a pas eu parce qu'on a changé la constitution pour que le président change le nom de son poste, mais demeure au pouvoir avec une sorte de suffrage universel indirect sans le moindre risque pour lui. C'est-à-dire la glorieuse incertitude des urnes, en fait, nos dirigeants la trouvent dégoûtante. Félix, cette fin d'année a été marquée par toutes les annonces de l'Alliance des États du Sahel, donc notamment autour de leur armée commune, de leur banque commune. Est-ce que cette alliance est en train, d'une certaine façon, de redessiner ou de changer totalement la conception qu'on pouvait avoir, que certains Africains pouvaient avoir des coups d'État, sachant qu'il y a des coups d'État qui sont considérés comme fantoches, notamment au Gabon, en Guinée, Madagascar probablement également. Qu'est-ce que l'AES est en train de changer dans ce contexte politique ? Bon, écoutez, il y a deux manières de voir. Je pense que d'un point de vue géopolitique et au point de vue géostratégique, l'AES et le reste de la CEDEAO, à la notable exception du Sénégal et de quelques autres pays anglophones, ça délimite un champ d'affrontement qu'on pourrait schématiser en disant ceux qui sont plus ou moins affiliés aux puissances impérialistes traditionnelles et les autres qui veulent s'en défaire en créant de nouvelles alliances, notamment avec la Russie. Mais moi, le souci principal que j'ai avec tout cela, c'est qu'on parle de souverainisme, mais j'aimerais rappeler quand même que la souveraineté, c'est le détenteur légitime de la souveraineté, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit le détenir. Et la situation dans les pays de la CEDEAO, comme la Côte d'Ivoire, etc., où on soi-disant parle de démocratie, on est tous d'accord que ce sont des mascarades. Mais en même temps, je ne suis pas convaincu que le souverain, véritablement, dans ce qu'on pourrait appeler les dirigeants qui sont sortis des coups d'État en question, que ce soit les peuples de ces pays-là. Dans un pays comme le Burkina Faso, il y a des expériences certes intéressantes, avec des nationalisations et des choses de ce type, mais le pouvoir au sein des entreprises n'est pas donné aux travailleurs, par exemple. Donc c'est pour ça que moi, ça me pose problème que la souveraineté ne se mesure pas à l'aune du peuple. C'est-à-dire que, pour moi, tant que la souveraineté n'est pas de type populaire, elle n'est pas une souveraineté, elle est la souveraineté étatique, elle est la souveraineté d'une certaine élite qui a pris le pouvoir. Donc voilà, donc de ce point de vue, je ne dis pas que je les départage dos à dos, etc. Moi, je n'ai aucune sympathie pour le régime de Ouattara parce que ça ne fait aucun doute, mais je demande à voir le caractère démocratique dans les pays de l'AES. Le pouvoir sénégalais, c'est le juste milieu. Toi qui connais bien ce pouvoir sénégalais, c'est le juste milieu entre les deux? Ou alors il faut aussi questionner la démocratie dans ce pays? Non, moi je ne pense pas. Bien évidemment, la démocratie est une conquête quotidienne. Mais en même temps, je pense qu'en ce qui concerne le souverain et la question démocratique, le Sénégal me semble l'archétype de ce que moi je trouve intéressant d'un point de vue démocratique, en tant que démocratie étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, en dehors des entrées et des sorties de dirigeants, qu'est-ce qui vous a marqué tous les deux en 2025 sur le continent africain, Félix? Sur le continent africain, il y a deux choses qui m'inquiètent principalement. C'est que j'ai comme l'impression c'est même pas l'impression, je suis certain que l'impérialisme américain cherche à déstabiliser les deux puissances d'Afrique subsaharienne, notamment l'Afrique du Sud et le Nigeria, en utilisant à chaque fois le même prétexte, un prétendu génocide contre les populations de ces pays. L'Afrique du Sud, on présente une minorité qui a bénéficié de par le passé de tous les avantages
et qui a imposé sa loi dans ce pays, on voudrait la présenter comme étant une minorité persécutée, alors que ça ne correspond à absolument rien. Mais en même temps, ceux qui le disent, Trump, etc., on sait très bien qu'ils manipulent le mensonge et aussi le vol, hein, disons les choses telles qu'elles sont. Et que personne n'a prouvé ce prétendu génocide que personne n'a prouvé. Mais je pense qu'il y a derrière une stratégie du chaos et qu'il y a une volonté de déstabiliser le continent africain à partir de ces deux mastodontes. Théophile? Alors, je pense que je vais choisir l'entrée en matière brutale des puissances moyennes, notamment des Émirats arabes unis en Afrique. On a l'impression que les Émirats arabes unis sont devenus quasiment des copropriétaires de l'Afrique de l'Est en quelques années. Et ça montre que la bataille contre l'impérialisme ne doit pas forcément se centrer sur les nations historiques de l'impérialisme, parce qu'il peut y avoir une sous-traitance de l'impérialisme. Quand on regarde le rôle des Émirats arabes unis au Soudan, quand on regarde même leur rôle dans cette affaire de reconnaissance du Somaliland par Israël, de nombreuses informations qui arrivent selon lesquelles les Émirats arabes unis travaillent à obtenir des reconnaissances du Somaliland par des pays en Afrique de l'Ouest. Quand on regarde que Dubai Port World, c'est-à-dire la société portuaire de Dubaï, a un rôle idéologique et géostratégique qui est peut-être plus fort que celui de Bolloré à l'époque, à sa grande époque sur les ports en Afrique de l'Ouest, on se dit qu'il faut faire vraiment attention à ce type de puissance. Et j'ai également été frappé par la crise de la dette au Sénégal, parce qu'il me semble qu'il faudrait que nos économistes travaillent sur la corrélation que l'on peut faire entre les crises de la dette et les travaux d'infrastructure. J'ai l'impression que les pays africains sont lancés dans les travaux d'infrastructure il y a 10-15 ans, sauf qu'ils s'endettent en devises étrangères, et les travaux d'infrastructure, étant donné qu'ils sont pris dans des logiques de clientélisme international, les travaux d'infrastructure ne sont pas toujours très compétitifs. En tout cas, leur rentabilité n'est pas si importante que ça. Par exemple, le fameux TER Dakar-Diamniadio, en fait, c'est bien, franchement, c'est bien, mais peut-être que, selon certains experts, il aurait peut-être fallu avoir un train classique. Dakar-Tambacounda, ça aurait été moins cher et plus efficace. Mais bon, on a donné beaucoup d'argent à Eiffage et à d'autres compagnies internationales. Et on se retrouve dans une crise de la dette. Le Mozambique aussi était passé par une crise de la dette suite à des grands travaux d'infrastructure. Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait porter à la dette extérieure et comment on mobilise l'épargne intérieure pour un certain nombre d'autres travaux, d'autant plus que la bancarisation progressive de l'Afrique et des efforts de bonne gestion peuvent permettre de mobiliser une épargne intérieure. Un mot peut-être, Félix, sur ce dernier sujet de la dette sénégalaise. Ce que moi j'aimerais dire, c'est le plan que propose le gouvernement sénégalais pour assainir les finances publiques. Et il me semble très intéressant et je suis ça avec beaucoup d'intention et j'espère bien qu'il va réussir. Les premiers résultats sont bons. Ce plan en question, de quoi s'agit-il? Il s'agit de renoncer à appliquer les recettes habituelles du Fonds monétaire international, mais plutôt à se focaliser sur la capacité la capacité de mobilisation des ressources internes, notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale et ensuite aussi par la chasse à certaines économies qui grévaient les budgets. Le gaspillage. Le gaspillage. Et en même temps, ils réussissent cette prouesse en même temps en faisant en sorte que le panier de la ménagère, notamment celle des classes populaires, soit allégé. J'espère bien que ça va réussir. Ce serait une très bonne chose que cela réussisse parce que les recettes habituelles du Fonds monétaire international ne me semblent pas efficaces et au contraire, elles sont d'une violence sociale telle qu'elles ne sont pas supportables. Alors, une dernière question rapide. L'Afrique, c'est le continent, évidemment, avec la population la plus jeune au monde, mais elle est dirigée par des présidents souvent très vieux, pour ne pas dire croulant. Le Camerounais Paul Biya, 93 ans, presque 93 ans. L'Ivoirien Alassane Ouattara, 84 ans. L'Équato-Guinéen Théodoro Obiang Nguema, 84 ans. Cette année aussi, Obiang Nguema. Le Congolais Denis Sassou Nguesso, qui aura bientôt 83 ans.
le Zimbabwéen Emerson Mnangagwa qui a 83 ans aussi, l'Ouganda avec Yoweri Museveni, 81 ans, Abdelmadjid Tebboune de l'Algérie, 80 ans, etc., etc. Forcément, ces pouvoirs vieillissants sont potentiellement instables et seront peut-être sujets à renouvellement en 2026. Lequel vous inquiète le plus? Quels sont vos pronostics, Félix Théophile? Peut-être, Félix, vous commencez. Écoute, moi, je n'ai pas de pronostic en la matière parce que je sais très bien que le pouvoir peut être un booster de vie. Il y a 7 ans, les gens pensaient que Paul Biya, il en était à son dernier mandat. Il commence un nouveau. Et donc, ce genre de pronostic, je m'en méfie un peu. Mais quand même, il est quand même problématique que dans un continent où l'âge médian est de 19 ans à peu près, c'est-à-dire que c'est l'âge qui divise la population en deux, que ce soit des seniors, des ultra-seniors, qui continuent à gouverner. Alors que le monde change, les défis ne sont plus les mêmes. Il serait peut-être sage pour ces personnes d'un âge avancé de penser que leur temps est passé et que nécessairement il y a besoin d'insuffler du sang neuf dans la manière pour diriger les pays. Et Théophile, l'un de ses papis disait il n'y a pas très longtemps qu'il ne reste pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Est-ce qu'ils pourront et lequel ne pourra peut-être pas continuer à s'imposer? Moi, je ne vais pas faire des pronostics sur la vie et la mort de ces vénérables octogénaires et nonagénaires, mais je pense que plus ils vieillissent et plus ils sont proches de la fin, plus leur système se dérègle et plus des révolutions de palais peuvent précipiter leur trépas, comme on l'a vu avec Abdelaziz Bouteflika. Bon, on a bien vu que ce qui s'est passé en Algérie, en fait, il y a eu juste un peu moins vieux qui est arrivé. Mais bon, là-bas, au moins, il y a l'armée qui est une sorte de régulateur pour le pire et le meilleur de la vie politique nationale. Non, moi, je pense que le Cameroun de Paul Biya est entré dans un cycle baissier, si on peut dire, et que le RHDP, en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Alassane Ouattara, va montrer les premiers signes de division en cette année 2026. Maintenant, je pense que tout va résider en 2026 dans la manière de renouveler le personnel politique. On a vu dans l'AES, il s'est renouvelé par les coups d'État, en Guinée aussi, et au Gabon. On voit aussi que finalement, les pro-impérialistes utilisent également l'art du coup d'État pour renouveler à l'intérieur du système le système. Et donc, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des coups d'État ou des révolutions de palais en 2026 pour régler la question des dirigeants impotents. On va observer tout ça. Merci à tous les deux pour cette analyse donc, de l'actualité et de la situation politique sur le continent pour cette année à venir, pour 2026. On se retrouve tout de suite pour la suite donc, de cette émission.